Mais le but du renseignement stratégique est de conseiller la prise de décision stratégique. Cela signifie essentiellement que ce que vous produisez est l'élément de base pour la prise de décision. Et cela garantit la rationalité, ou devrait garantir la rationalité de la prise de décision. Lorsque vous dites que vous ne vous souciez pas de ce que disent vos services de renseignement, cela signifie alors que vous vous éloignez de ce système institutionnel qui est fourni par l'organisation de renseignement. Je dis toujours que le renseignement est un élément clé de l'état de droit, dans le sens où il fournit à la prise de décision le type de rationalité dont vous avez besoin, si vous ne voulez pas être une sorte de république bananière. Mais ce que les États-Unis ont démontré, c'est qu'ils agissent comme une république bananière, c'est-à-dire sans aucune justification, simplement parce que le président le pense, alors il faut suivre. Voilà, c'est exactement ce que Louis XIV en France disait. L'État, c'est moi. Je suis l'État, je décide, Dieu et moi, point final. Et nous sommes exactement dans la même dynamique ici. Et c'est une évolution extrêmement préoccupante. Nous voyons que l'UEM a essentiellement abandonné toute activité diplomatique. Il n'y a pas d'activité diplomatique. Nous l'avons constaté, comme vous l'avez justement dit, dans le conflit en Palestine, où l'UE est totalement absente. Nous avons vu l'UEM dans le cadre du conflit ukrainien, mais uniquement pour fournir des armes, pas, disons, comme faiseur de paix d'une certaine manière, pas comme créateur de ponts, mais au contraire, elle construit des murs et non des ponts, et ce n'est même pas le cas dans d'autres conflits. Mais d'un autre côté, il faut aussi dire que l'UE n'a absolument aucune crédibilité. Je veux dire, l'UE manque d'intelligence. Pas d'intelligence au sens militaire, mais d'intelligence au sens de réflexion. Il n'y a absolument aucun cerveau. Ce que l'on constate à partir de ce que vous venez de mentionner à propos de Kaja Kallas, c'est aussi une autre chose. Nous déformons les mots. Je veux dire, l'Iran n'a jamais affirmé vouloir des bombes nucléaires. Et dans le processus de discussion que nous avons observé, qui a été interrompu par l'attaque israélienne du 13 juin, rappelez-vous que dimanche dernier, la 6e série de négociations devait avoir lieu à Oman. Or, dans cette discussion, le problème n'était pas de savoir si l'Iran devait ou non posséder des armes nucléaires. L'Iran a dit très clairement, tout d'abord, il a signé le traité de non-prolifération. Si vous lisez l'accord stratégique global entre l'Iran et la Russie, il est explicitement indiqué que l'Iran continuera de respecter les dispositions du traité de non-prolifération, ce qui signifie que même dans ce traité bilatéral, l'Iran a clairement affirmé qu'il n'était pas question de posséder des armes nucléaires. Nous savons que la doctrine stratégique de l'Iran n'inclut pas les armes nucléaires. Donc toute la question de la bombe nucléaire est totalement erronée. Toute la question, et la raison pour laquelle il y avait cette différence entre les États-Unis et l'Iran, ne portait pas sur une bombe nucléaire. Il s'agissait de la capacité, ou en fait du droit d'enrichir de l'uranium. Et ce droit est explicite, et si vous lisez le JCPOA par exemple, l'article 4 du JCPOA, il indique qu'il est fondé sur les dispositions du traité sur la non-prolifération. Dans le traité sur la non-prolifération, il est indiqué que le droit d'enrichir de l'uranium à des fins civiles est un droit inaliénable pour chaque pays. Inaliénable. Par conséquent, pourquoi l'Iran devrait-il renoncer à ce droit inaliénable d'enrichir de l'uranium? Car l'Iran n'a jamais eu de programme nucléaire militaire. Jamais. Toute la question, bien sûr, est que, comme vous l'avez dit, c'est une question très délicate. Comment réagir face à une puissance qui a même lancé des guerres pour rien? Les États-Unis ont une histoire de guerre lancée sans raison. Mais ils les perdent. Il est aussi important de le dire. Et le problème, c'est qu'ils ne tirent pas de leçons de leurs erreurs. C'est fascinant. Ni Israël ni les États-Unis n'apprennent de leurs erreurs. Ils les répètent. Je sais qu'il y a un proverbe en français qui dit « Tout le monde fait des erreurs, seuls les imbéciles les répètent ». Et nous sommes exactement dans ce schéma avec les États-Unis, ce qui est assez étrange. Comment les États arabes vont-ils réagir à cette situation? Parce qu'ils doivent comprendre que s'ils ne réagissent pas, cela montrera une faiblesse de l'Iran. C'est vrai, mais cela montrera aussi la faiblesse de ces pays. Car jusqu'à présent, les États-Unis ont maintenu leur hégémonie,
surtout dans cette région par l'usage de la force. C'est une forme d'hégémonie mafieuse. Si tu ne fais pas ce que je veux, je frappe. C'est exactement ce que Trump a fait en Iran. Il a même frappé l'Iran avant qu'un accord ne soit conclu, afin d'obtenir ce qu'il voulait. Et rappelez-vous que dans les processus diplomatiques, une négociation est précisément un processus dans lequel les deux parties arrivent avec des positions et des postures différentes. Et à travers la négociation, on essaye de rapprocher ces deux positions jusqu'à atteindre une position commune. C'est ça l'idée de la négociation. Donc c'est un processus, mais Trump ne le voit pas ainsi. Il considère la négociation comme un moyen d'amener les autres à obéir aux ordres des États-Unis. Et ce n'est pas comme cela que cela fonctionne entre pays souverains. Il s'agit donc d'une incompréhension fondamentale des relations internationales de la part des États-Unis. Et à mon avis, il faudrait à un moment donné montrer aux États-Unis que ce n'est pas ainsi que fonctionne l'ordre international. Mais ces pays doivent être remis à leur place. Ils doivent comprendre qu'ils ne sont pas les maîtres du monde. L'ordre international qui a été établi après 1945 avec la création de l'ONU, pas la création du droit international, car il existait déjà, mais l'établissement d'un ordre fondé sur le droit international, non pas un ordre fondé sur des règles, mais un ordre fondé sur le droit, qui a émergé de la Seconde Guerre mondiale, doit être maintenu et doit être rétabli. Nous devrions interdire toutes les expressions comme « ordre fondé sur des règles », car les règles sont définies par celui qui est le plus fort. Et ce n'est pas ainsi que l'ordre fondé sur le droit international a été conçu. C'est précisément pour cela que l'ONU, malgré tous ses défauts, existe. C'est la raison pour laquelle l'ONU a été créée de cette manière, afin d'avoir un forum où chacun peut échanger des idées, exposer ses propres points de vue, et où tout le monde est égal au sein de la même organisation. Cela a été dénaturé par les États-Unis, je dirais même confisqué par les États-Unis, parce que bien sûr, ils en sont le principal contributeur, et par conséquent, ils se sont octroyés de nombreux privilèges au sein de l'organisation. J'ai passé 4 ans à l'ONU, et je sais que c'est un problème au sein de l'organisation. Comme ce sont eux qui financent tout, tous les meilleurs postes reviennent, bien sûr, aux États-Unis. Par conséquent, ils ont littéralement pris l'organisation en otage. Ce n'était pas l'idée de départ. Nous devrions revenir à l'idée originale de l'ONU afin de rétablir un ordre fondé sur l'égalité des membres, de respecter les intérêts des différents membres et de respecter le droit international que tout le monde a accepté, signé et ratifié en ce qui concerne les traités. Voilà précisément le problème. S'ils ne comprennent pas cela, il faut les ramener au niveau où ils doivent le comprendre, où ils ne peuvent rien faire d'autre que de se conformer au droit international. Ce serait ma réponse si j'étais l'Iran. Et je pense que si l'on regarde la stratégie qu'a utilisée l'Iran avec Israël récemment, la semaine dernière, on voit que c'est exactement ainsi que l'Iran a réagi. Il n'essayait pas de détruire Israël. Il n'essayait pas de faire comme le régime israélien le fait systématiquement, c'est-à-dire viser la population civile. Les Iraniens ont systématiquement choisi des objectifs militaires ou de prise de décision très limités dans leur portée, des objectifs très précis afin de perturber le commandement et le contrôle du pays. Et ils ont également attaqué les infrastructures énergétiques afin de perturber l'économie, d'amener Israël à un point de faiblesse où il comprendra qu'il ne peut pas continuer à se battre parce qu'il est trop faible pour le faire, puis les amener au point où ils doivent demander l'application du droit international. Et je pense que la stratégie des Iraniens est extrêmement judicieuse en fait. Quelles seraient de bonnes cibles, selon vous, pour l'Iran? Tout d'abord, l'Iran a déjà déclaré que s'il était attaqué, il prendrait des mesures pour limiter ou même bloquer le trafic dans le détroit d'Ormuz. Mais vous savez, ils peuvent faire exactement la même chose que les Houthis. Les Houthis n'ont pas bloqué ni tiré sur tous les navires présents en mer Rouge. Ils ont attaqué exclusivement ceux qui se dirigeaient vers Eilat, dans le sud d'Israël, au port d'Israël. Les Houthis ont été extrêmement sélectifs dans leur approche. Ils avaient décidé d'un embargo contre Israël et ils ont simplement appliqué cet embargo, comme le font d'ailleurs les États-Unis. Ils ont appliqué exactement les mêmes principes
que les États-Unis et l'Occident. Ils déclarent un embargo et le font respecter. Et bien sûr, ils n'ont pas de marine, donc ils le font respecter avec des missiles. Mais en substance, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Et ils ont bombardé exclusivement les navires qui étaient à destination d'Israël. Nous pourrions donc adopter une approche similaire ici, ce qui signifie qu'il ne s'agit pas de fermer complètement le détroit d'Ormuz, mais simplement d'interdire toute circulation entre Ormuz ou le golfe Persique et les États-Unis, par exemple, ou les intérêts américains, ou des choses de ce genre, afin d'empêcher tout soutien logistique, par exemple, aux États-Unis dans la région, et ce type de choses. D'ailleurs, il existe d'autres zones, comme l'Irak, par exemple, où il y a des bases américaines, et je ne suis pas certain que les Irakiens tiennent absolument à conserver ces bases. La discussion pourrait être légèrement différente avec le Qatar et l'Arabie saoudite qui ont déjà montré par le passé leur volonté de s'engager ou de faciliter des liens diplomatiques entre l'Iran et l'Occident et ce genre de choses. Car ce que nous avons vu le 13 juin et hier constitue une violation flagrante du droit international. C'est totalement non provoqué et manifestement non provoqué et manifestement injustifié. Nous avons donc utilisé ces deux mots pour définir l'intervention russe en Ukraine. Et nous avons systématiquement utilisé ces deux mots parce que nous voulions souligner, ou plutôt déclarer cette intervention russe comme illégale. Ce n'est plus le sujet aujourd'hui. Je ne discuterai pas de cela. Mon point de vue est que la raison pour laquelle nous avons utilisé ces deux mots était précisément parce que l'intervention russe était à la fois justifiée et provoquée. Mais ici, dans le cas de l'Iran, nous avons une intervention véritablement non provoquée et véritablement injustifiée pour une question, et Kayakal vient de le démontrer, pour une question qui n'était même pas en jeu, car il ne s'agit pas de savoir si l'Iran possède une bombe nucléaire. Il s'agit simplement de son droit à enrichir de l'uranium à des fins civiles. Point final. Et cela a été établi et est largement reconnu. Par conséquent, il n'y a absolument aucune justification, quelle qu'elle soit, pour les attaques menées aujourd'hui par Israël et les États-Unis, qui sont probablement les pays les plus méprisés, et certainement les dirigeants les plus méprisés, je veux dire Donald Trump et Benjamin Netanyahou, les dirigeants les plus méprisés au monde, bien au-delà de tout ce que nous avons connu auparavant. Mais ce que nous pourrions probablement envisager, et qui est lié à cette question, c'est quelque chose qui a été suggéré à de nombreuses reprises ces derniers jours, que l'Iran pourrait se retirer du traité de non-prolifération, envoyant ainsi un signal indiquant qu'il adopterait désormais une autre stratégie. Vous savez, c'est ce qui s'est passé avec la Corée du Nord. Lorsque la Corée du Nord a également développé des missiles balistiques et a été accusée de posséder des armes nucléaires, elle a été menacée de frappe par les États-Unis. Alors qu'ont-ils décidé? Ils ont décidé de sortir du TNP et de développer des armes nucléaires. Et maintenant, la Corée du Nord est tranquille parce qu'elle possède des armes nucléaires, d'une certaine manière. Nous pourrions donc observer un comportement similaire de la part de l'Iran, je ne sais pas. Encore une fois, c'est une question de politique nationale. Les Iraniens ont jusqu'à présent constamment résisté à cette idée, mais maintenant qu'ils sont activement provoqués, littéralement, ils pourraient décider de sortir du TNP. Mais sortir du TNP pourrait aussi attirer de nouvelles opérations de la part des États-Unis. Mais, comme je suis d'accord avec vous, ils doivent répondre et ils ont besoin de répondre. Ce que je suggère, c'est que d'autres pays devraient également réagir et montrer aux États-Unis qu'on ne peut pas simplement violer le droit international en plein milieu d'un processus de négociation, car c'est ce qu'Israël a fait la semaine dernière et ce que les États-Unis ont fait cette semaine. Comment peut-on faire confiance à un processus de négociation ou à une démarche diplomatique si l'on sait que la manière dont se déroule la négociation peut simplement déclencher une réaction militaire? Alors, à quoi bon entretenir des liens diplomatiques? La communauté internationale devrait aussi réagir à cela, selon moi, d'une manière ou d'une autre, probablement pas militairement, mais certainement en envoyant un signal politique très fort. Et c'est absolument nécessaire face à Israël, bien sûr, et aussi face aux États-Unis.
Parce que maintenant nous avons, vous savez, l'unipolarité ou la multipolarité ne sont pas des politiques. C'est un état de fait. Et si vous lisez cette fameuse interview de Marco Rubio avec Megyn Kelly sur CBS, je veux dire, l'unipolarité était le résultat d'une situation qui a émergé après la fin de la guerre froide. Le problème n'est pas l'unipolarité ou la multipolarité. Le problème, c'est votre stratégie d'hégémonie. L'hégémonie est une stratégie ou un élément d'une stratégie ou d'une politique. Et c'est l'aspect clé. Et même si vous êtes dans un monde unipolaire, vous pouvez choisir de ne pas avoir une politique d'hégémonie. Mais les États-Unis ont choisi de le faire. Donc l'unipolarité est donnée par la condition. Mais l'hégémonie, et c'est exactement ce à quoi nous avons assisté ici, tant dans le conflit ukrainien, que nous verrons certainement en Chine, et que nous voyons actuellement au Moyen-Orient, est une politique d'hégémonie. Et cela montre aussi que Trump n'est pas différent des autres. Il a simplement une autre manière d'aborder une politique hégémonique, mais en essence, il a exactement la même mentalité que les autres. Il a mis en avant davantage l'aspect commercial et économique de l'hégémonie plutôt que l'aspect militaire et idéologique, comme l'ont fait Biden et Obama. Mais en substance, nous parlons du même produit, à savoir que les États-Unis doivent diriger le monde. Et cela, nous ne pouvons pas l'accepter. Par conséquent, je suggérerais que d'autres pays interviennent également et réagissent vigoureusement contre ce type de comportement. Car sinon, nous sommes dans la loi de la jungle, et c'est exactement là où nous en sommes.